lieu du festival du film de Sundance, de Butch Cassidy et d'une vaste chaîne de montagnes adorée par les skieurs de tout le pays. L'Utah est l'un des plus beaux États d'Amérique. Mais il est également connu dans la communauté du true crime comme le lieu de naissance de Gary Ridgway et a été, à un moment donné, l'un des repères favoris de Ted Bundy. C'est un État rempli d'affaires non résolues macabres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer 3 affaires glaçantes et non résolues de l'Utah. Salt Lake City, Jane Doe, 1986. Le 3 septembre 1986, le corps fortement décomposé d'une femme adulte a été découvert dans un canal d'égout à l'est de la station d'épuration de Salt Lake City, située au 850 North Redwood Road. Lorsque les enquêteurs sont arrivés sur les lieux, ils ont rapidement compris que la tâche qui les attendait serait difficile. Non seulement la femme décédée n'avait aucun papier d'identité sur elle, mais ses restes étaient tellement dégradés qu'elle n'avait pratiquement plus de visage ni d'empreinte digitale. Les cheveux sur la tête de la femme avaient disparu et selon les forces de l'ordre, il ne restait qu'une petite quantité de poils pubiens. Les bactéries présentes dans l'eau du canal avaient accéléré le processus de décomposition. On estime que Jane Doe était dans l'eau depuis environ 2 à 4 semaines avant sa découverte, en raison de la dégradation du corps. La cause du décès de Jane Doe n'a jamais été établie, bien que le suicide n'ait pas été exclu. Les autorités ont toutefois indiqué qu'elles considéraient ce décès comme suspect. Cela s'explique par le fait qu'ils n'ont pas pu trouver de déclaration de disparition correspondant à la victime, et parce que l'endroit où le corps a été retrouvé était plutôt isolé. On pense que le corps a été abandonné ou que Jane Doe a été tuée sur place puis laissée dans le canal. Parce que pour accéder à la zone, il faudrait escalader une clôture. Jane Doe est décrite comme une femme blanche âgée de 20 à 40 ans. Elle mesurait entre 1,65 m et 1,68 m et pesait environ 52 kg au moment de sa mort. Le seul élément d'identification dont disposent les enquêteurs est son dossier dentaire, qui est toujours archivé. Bien que les détectives aient peu d'informations sur l'apparence de Jane Doe, ils ont retrouvé de nombreux objets frappants sur la scène du crime. Jane Doe portait un chemisier blanc à manches longues, fait main, boutonné avec de la dentelle au poignet et un motif en dentelle sur le col. Il y avait également 5 petits boutons ronds sur le devant. De plus, elle portait un jean en denim avec une fermeture à boutons et à glissière. Le jean avait des passants de ceinture, mais pas de poche. De plus, plusieurs bijoux ont été retrouvés, notamment un bracelet à rayures violettes qui se dépliait en stylo. Une montre de la marque Advance avec un bracelet noir et un cadran à damier noir et blanc, ainsi qu'une bague en argent sterling. La montre n'avait pas de chiffres, et en bas, il était écrit Quartz et Japon. Pendant ce temps, la bague comportait une pierre sombre et était de taille 7 ou 7,5. Il y avait les lettres C et G, ainsi que le mot sterling gravé à l'intérieur. À environ 12 pieds du bord et de la chaussée, et à 37 pas au nord d'un poteau électrique sur la berge du canal ouest, les enquêteurs ont découvert une robe. C'était un autre vêtement fait main, cette fois en tissu bleu avec des pois. Elle avait aussi de la dentelle au col et aux manches. La robe avait une étiquette en carton attachée avec le numéro 10 écrit dessus, mais n'avait pas d'autres étiquettes ni marques. Bien qu'on ait supposé que ce vêtement appartenait à Jane Doe, des enquêteurs en ligne ont émis l'hypothèse qu'il ne lui appartenait peut-être pas et qu'il s'agissait simplement d'une fausse piste. Les derniers objets trouvés avec Jane Doe étaient un peigne rose et une brosse à dents rose. On ne sait pas clairement où elle transportait ces objets, cependant, puisqu'elle n'avait pas de poche ni de sac à main à notre connaissance. Il est à noter que Jane Doe ne portait ni soutien-gorge ni sous-vêtements au moment de sa mort. En 1986, les forces de l'ordre n'ont pas pu recueillir d'ADN exploitable sur son corps. Après avoir prélevé ses empreintes dentaires, le corps de Jane Doe a été incinéré, ne laissant qu'une mince chance de pouvoir extraire de l'ADN à partir des os ou des dents restants. Ces dernières années, ses vêtements ont été examinés pour y trouver de l'ADN, mais rien d'exploitable n'a été découvert. De plus,
En 2015, les enquêteurs ont expliqué que de nombreux objets avaient été testés pour l'ADN, mais là encore, rien n'avait été trouvé. Il est probable que l'eau du canal ait emporté tout ce qui aurait pu être utile. Le plus grand indice dans l'affaire de Jane Doe est la robe retrouvée près du corps. Les enquêteurs l'ont décrite comme apparemment propre et en bon état et ont noté que sa forme et son style étaient similaires à ceux des robes portées par les femmes. Les membres de l'Église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ou l'Église FLDS, ont ainsi émis l'hypothèse que Jane Doe était peut-être membre de cette Église en 2015. La détective Hilary Gordon, qui dirigeait l'enquête, a également déclaré qu'elle pensait que le style de la robe était courant parmi les groupes polygames du nord de l'Utah. Elle a passé du temps à contacter ces communautés aux États-Unis et au Canada, cherchant des femmes disparues correspondant à la description de Jane Doe. Cependant, il semble que ces tentatives n'aient pas abouti. La détective Gordon a également suggéré la possibilité que Jane Doe n'ait jamais été officiellement signalée disparue. Sa description ne correspond pas. Le signalement de disparition a été déposé à peu près au moment où son corps a été retrouvé. Exploration du lien avec l'Église FLDS. Des utilisateurs de Reddit ont aussi remarqué que l'Église réaffecte hommes et femmes à de nouvelles familles. Il a été suggéré que personne ne savait que Jane Doe avait disparu parce qu'elle avait été réaffectée. En raison de cette pratique, certains membres de l'Église n'ont pas vu ni parlé à leurs proches depuis des années. Il a également été souligné que les vêtements de Jane Doe, qui comportent un jean, de la dentelle et des pois, si la robe lui appartient vraiment, ne correspondent pas aux choix vestimentaires actuels. Des membres de l'Église FLDS, bien que les règles aient peut-être été plus souples dans les années 1980, une autre hypothèse est que Jane Doe vient en réalité d'une famille mormone conservatrice, mais n'est pas spécifiquement membre de l'Église FLDS. Ou peut-être qu'elle était membre d'une secte et qu'elle s'est soit enfuie, soit simplement faufilée dans le monde laïque. Il a également été suggéré que la robe faisait en réalité partie d'un costume de théâtre. Au total, 11 femmes ont été écartées comme étant Jane Doe. Leurs noms sont affichés à l'écran maintenant. Bien que l'affaire de Jane Doe ait attiré l'attention des médias ces dernières années, elle reste non résolue. Si vous avez des informations concernant l'identité de Jane Doe ou son meurtrier, vous pouvez appeler le service de police de Salt Lake City au 80-17993-454. Elizabeth Salgado, le 16 avril 2015. Elizabeth Laguna. Salgado, âgée de 26 ans, a terminé ses cours de la journée au Noman Global Language Center, situé au 384 West Center Street à Provo. Elle a ensuite commencé à rentrer chez elle. Originaire du Mexique et membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Elizabeth venait de s'installer dans l'Utah afin d'y étudier l'anglais. Elle était aux États-Unis depuis moins de 20 jours au moment de sa disparition et avait auparavant obtenu un diplôme en génie industriel. Étudiante ponctuelle et travailleuse acharnée, la jeune femme de 26 ans partageait un logement à Provo avec 3 autres femmes au Branbury Apartments, situé au 449 West 1720 North. L'immeuble d'appartements se trouvait à seulement environ 1,5 mile de l'école et Elizabeth n'avait de toute façon pas de voiture, alors elle a commencé à rentrer à pied entre 13h30 et 14h. Elle a été vue pour la dernière fois portant un sac à main en jean avec des anses rouges, une veste en jean et un jean bleu. Sur le chemin du retour, Elizabeth a envoyé un message à sa sœur et à l'un de ses oncles. Elle avait prévu d'aller avec lui à Walmart plus tard dans la soirée, vers 17h. Ses 2 oncles vivaient à Provo depuis plus de 10 ans lorsque Elizabeth a elle-même déménagé dans l'Utah. Alors que la jeune femme de 26 ans a reçu des réponses des 2 membres de sa famille, ils n'ont plus jamais eu de ses nouvelles. À un moment donné, alors qu'Elizabeth marchait dans les rues animées en direction de chez elle, elle a disparu. Le 18 mai 2018, un chasseur qui avait besoin de se soulager a découvert des restes humains dans des buissons à Hobble Creek Canyon, à environ 24 km du dernier endroit connu d'Elizabeth. Moins d'une semaine plus tard, le 23 mai, les autorités ont annoncé qu'elles avaient identifié le corps. C'était Elizabeth, étant donné la distance entre le lieu où son corps a été retrouvé et celui où elle avait été vue pour la dernière fois. Les enquêteurs ont estimé que la jeune femme de 26 ans avait été amenée sur place. Il semblait que ses restes avaient été exposés aux éléments pendant plusieurs années, ce qui suggérait qu'elle avait été tuée peu de temps après sa disparition. Bien que la cause du décès d'Elizabeth n'ait jamais été établie, son affaire est traitée comme un homicide.
Un avis de disparition a été déposé pour la jeune femme après qu'elle ne se soit pas présentée à son travail de serveuse ni à ses cours dans les jours qui ont suivi sa disparition. Dans les premiers jours suivant la disparition d'Elizabeth, son oncle Rudenberg Salgado a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il pensait qu'elle avait été enlevée de force. Un an plus tard, la famille a exprimé sa conviction que la jeune femme de 26 ans était retenue contre sa volonté. Certains éléments ont montré à la famille d'Elizabeth qu'elle avait été emmenée au ruisseau par une personne qu'elle connaissait. Il a été rapporté que la jeune femme de 26 ans accordait la priorité à son éducation et à son travail avant tout le reste. Elle refusait souvent les invitations sociales, même de la part des membres de son église, et elle n'acceptait jamais de trajet avec des inconnus. Elle n'avait pas non plus confiance en son anglais. Tout cela indiquait à ses proches qu'elle avait été conduite au ruisseau par quelqu'un qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance, et quelqu'un qui parlait sa langue maternelle. Les enquêteurs estiment que la personne ayant emmené Elizabeth connaissait bien la zone du ruisseau. L'endroit où son corps avait été laissé, isolé des sentiers battus et hors des chemins de randonnée fréquentés, était aussi difficile d'accès. Puis, en juillet 2019, une pièce d'encens datant de 2006 a été retrouvée sur une pierre tombale de fortune dans le canyon, près de l'endroit où les restes d'Elizabeth avaient été découverts. La pièce avait été découverte par Jason Jensen, le cofondateur de la coalition des affaires non résolues de l'Utah, qui utilisait un détecteur de métaux sur le site alors qu'il cherchait des indices. Bien qu'on ignore quand la pièce avait été déposée sur les lieux, des traces d'ADN masculin y ont été retrouvées, et la pièce a donc été envoyée pour des analyses médico-légales. Un article de KSL TV datant de 2020 présente une déclaration du sergent Spencer Cannon du bureau du shérif du comté d'Utah, où il précise que les analyses médico-légales prennent malheureusement du temps. Il a également ajouté « C'est frustrant que cela avance si lentement ». Les preuves que nous recevons ne nous ont pas donné le type d'information dont nous avons besoin pour identifier précisément un suspect. La même année, la famille d'Elizabeth a déclaré qu'elle ressentait toujours le vide laissé par la jeune femme de 26 ans. Jason Jensen, l'homme qui a retrouvé la pièce, avait initialement prévu de demander aux hommes qui connaissaient Elizabeth de fournir volontairement des échantillons d'ADN. On ne sait pas s'il a jamais mis cette démarche à exécution. Plus récemment, il a révélé aux médias qu'une source lui avait dit que le week-end précédant la disparition d'Elizabeth, elle s'était rendue au ruisseau. Dans le cadre d'une activité de l'église, elle et les autres participants s'étaient rendus à l'entrée du canyon, appelé le pavillon de Kelly's Grove. Cependant, comme une seule source avait affirmé cela, Jensen cherchait d'autres témoins pour le corroborer. La famille de la jeune femme de 26 ans a déclaré qu'elle n'était pas au courant qu'elle s'était déjà rendue au ruisseau et a estimé que le fait qu'elle y ait été retrouvée n'était pas une simple coïncidence. Des théories suggèrent l'implication d'un oncle d'Elizabeth, car leur test au détecteur de mensonges a échoué ou donné des résultats non concluants. Les tests au détecteur de mensonges ne prouvent pas la culpabilité et sont généralement non recevables dans la plupart des tribunaux américains. Le seul suspect potentiel qui a été évoqué dans l'affaire d'Elizabeth est un homme de 30 ans nommé Adam Derborough. Derborough vivait à quelques kilomètres de l'étudiante à l'époque. Elle a disparu et en 2020, il a été arrêté pour le meurtre d'une femme de 64 ans nommée Sherry Black qui a été battue et poignardée à mort dans la librairie de sa famille en novembre 2010. Derborough n'avait pas été identifié comme suspect avant une décennie plus tard. Après son arrestation, il a plaidé coupable de meurtre aggravé, tandis que les enquêteurs n'ont établi aucun lien entre Elizabeth et Derborough. Il voulait l'écarter comme étant impliqué, car il soupçonne qu'il aurait pu continuer à commettre des crimes. Au cours de la décennie entre la mort de Sherry Black en 2010 et son arrestation en 2020, l'affaire d'Elizabeth reste toujours ouverte et active, selon les forces de l'ordre. Bien que toutes les pistes soient explorées et suivies, les réponses se font encore attendre. Au cours de leur enquête, les autorités ont rencontré de nombreuses impasses. Si vous avez des informations sur la mort d'Elizabeth, vous pouvez contacter la ligne d'information anonyme de la Coalition des affaires non résolues de l'Utah au 385 258 3313. Vous pouvez également appeler le service de police de Provo au 8018 526210. Acacia Bishop, née le 29 octobre 2000. Un Acacia Bishop n'avait que 19 mois lorsqu'elle a été enlevée par sa grand-mère maternelle au printemps 2003, laissant ses parents, Adam et Casey, dévastés et désespérés de la retrouver saine et sauve.
Vers 18 heures, le 25 mai 2003, Kelly Jean Lodmule, âgée de 38 ans et grand-mère maternelle d'Acacia, a rendu visite à la fillette qui était gardée par son arrière-grand-mère à Salt Lake City. Alors que ses parents étaient à un dîner de répétition de mariage, Lodmule s'était vu retirer son droit de visite auprès de la fillette de 19 mois sans décision officielle. Casey et Adam Bishop avaient décidé de ne pas laisser Lodmule garder leur fille. Après être rentrés d'une soirée à l'extérieur et avoir découvert que la femme de 38 ans ne voulait pas leur rendre leur fille, ce n'est qu'après une demi-heure de dispute et la menace du couple d'appeler la police que Lodmule a conduit les parents jusqu'à la petite, qui était cachée dans le sous-sol de leur maison. Casey a remarqué que sa mère avait toujours été étrangement possessive envers Acacia et voulait le bébé pour elle-même. Revenons au 25 mai, l'arrière-grand-mère d'Acacia a quitté la pièce un instant, ce qui a permis à Lodmule de saisir l'occasion pour prendre l'enfant. Elle et le tout-petit avaient disparu lorsque l'arrière-grand-mère d'Acacia est revenue. La fillette de 19 mois a été vue pour la dernière fois avec Lodmule à Idaho Falls le lendemain. Le duo se trouvait près du viaduc de Broadway et de la Greenbelt, à côté de la rivière Snake, peu de temps après. Ils ont été vus quand Lodmule est arrivée à une centrale hydroélectrique près du viaduc, disant aux employés qu'elle avait laissé tomber sa petite fille dans la rivière depuis le pont. L'usine a été immédiatement arrêtée pour empêcher les turbines de fonctionner et éviter qu'Alicia ne soit aspirée à l'intérieur. Les forces de l'ordre ont rapidement été appelées sur les lieux. Selon des témoins, Lodmule était trempé et pieds nus. Des plongeurs ont fouillé la rivière Snake pendant des jours après l'incident, mais Acacia n'a jamais été retrouvée. Une paire de chaussures de bébé et une poupée ont été découvertes sur la berge. L'une des chaussures de Lodmule a été retrouvée dans l'eau, tandis que l'autre a été retrouvée plus tard sur la rive. La situation semblait désespérée. Les détectives chargés de l'affaire pensaient qu'Acacia s'était noyée dans la rivière et ont traité l'affaire comme un homicide. Comme ils ne croyaient pas que sa mort était un accident, ils pensaient que la petite fille avait été délibérément noyée lors d'une tentative de meurtre-suicide. Ils ont supposé que Lodmule était volontairement entré dans l'eau avec la fillette de 19 mois et, pour une raison inconnue, n'avait pas réussi à se suicider. Peut-être a-t-elle paniqué et repris ses esprits lorsque Acacia a été emportée. En interrogeant Lodmule, les enquêteurs ont réussi à obtenir des aveux. La femme de 38 ans a admis qu'elle avait initialement prévu un meurtre-suicide, mais a affirmé qu'Acacia était toujours en vie. Néanmoins, à la suite de ses aveux et en raison du manque de preuves que la fillette était en sécurité, Lodmule a été inculpé d'enlèvement et de meurtre. Il a rapidement été révélé que Lodmule avait un long casier judiciaire, des antécédents de toxicomanie et plusieurs troubles mentaux. La grand-mère avait été accusée de nombreux délits mineurs au fil des années, y compris, mais sans s'y limiter, conduite en état d'ivresse, menace avec une arme dangereuse, conduite désordonnée et voies de fait aggravées. En 1999, elle a plaidé coupable de ce dernier chef d'accusation pour avoir attaqué un policier, selon le projet Charlie. Elle a aussi été accusée de voies de fait aggravées pour avoir tiré sur un enfant avec un pistolet à plomb, ce qui lui a valu 60 jours de prison. Lodmule était également schizophrène et avait en plus été diagnostiquée comme souffrant de troubles bipolaires. Elle avait parfois vécu dans la rue et dans son véhicule et ne prenait ses médicaments pour ses troubles que lorsqu'elle en avait les moyens. Au moment de la disparition d'Acacia, elle ne prenait pas de médicaments. Malgré le scénario évident, Casey et Adam Bishop, les parents d'Acacia, gardaient espoir que Lodmule mentait sur ce qui s'était passé. Ils pensaient qu'il était possible que la femme de 38 ans essayait de dissimuler l'endroit où se trouvait leur petite fille. Ainsi, elle pourrait récupérer l'enfant à sa sortie de prison et elles pourraient vivre ensemble. Les Bishop affirmaient que Lodmule n'avait jamais été suicidaire ni montré un tel comportement et ajoutaient qu'ils ne croyaient pas qu'elle ferait jamais de mal à leur fille, car encore une fois, elle n'avait jamais montré un tel comportement. Ils ont décrit Lodmule comme une menteuse habituelle et ont suggéré que sa confession était inventée et qu'elle avait peut-être prévu d'enlever Acacia depuis des mois. Après l'arrestation de Lodmule, les évêques ont déclaré avoir reçu une lettre d'elle depuis la prison, affirmant qu'Acacia était vivante, en bonne santé et prise en charge par d'autres. Les amis et connaissances de la femme de 38 ans affirment qu'elle ne parlait jamais de la fillette au passé. Les évêques avaient aussi noté que Lodmule avait acheté beaucoup de couches et de lait en poudre pour Acacia peu avant sa disparition. Ils pensaient que cela indiquait que Lodmule n'avait vraiment aucune intention de tuer leur enfant, mais qu'elle avait l'intention de s'enfuir avec elle et de s'en occuper.
Alors que les enquêteurs chargés de l'affaire ont exploré la théorie selon laquelle Acacia avait été donnée ou vendue, ils n'ont trouvé aucune preuve pour corroborer cette idée. Pourtant, les Bishop continuaient d'espérer que leur bébé était en vie. Ils ont proposé 10 000 $ pour toute information sur le lieu d'Acacia, mais la récompense n'a jamais été réclamée. Le couple a aussi diffusé un portrait robot d'un homme susceptible d'aider Lodmul et peut-être en possession de leur enfant disparu. Le portrait robot n'a pas été fait par des professionnels ni validé par la police. L'homme représenté sur le portrait robot aurait été vu en train de quitter l'hôtel Red Lion à Idaho Falls avec les 2 personnes le 26 mai, le jour où Acacia a disparu. Il est décrit comme ayant entre 45 et 55 ans, la peau bronzée et marquée par les intempéries, des cheveux grisâtres décolorés par le soleil, des yeux noisettes et une petite carrure. Ses doigts et ses mains sont sa caractéristique la plus distinctive, décrits comme de grandes mains avec des doigts en forme de carotte, ce qui suggère qu'ils étaient plus larges à la base et se rétrécissaient vers le haut. Il mesure environ 1,68 mètres et fume des cigares basiques. Si cet homme existe, les autorités ne pensent pas qu'il soit impliqué de quelque manière que ce soit dans l'affaire d'Acacia. Finalement, Lodmul a été jugée pour enlèvement devant les tribunaux fédéraux. Mais en janvier 2005, elle a été acquittée par le juge, qui a conclu qu'elle était atteinte de folie. Au moment de l'incident, le juge pensait qu'elle était en plein délire lorsqu'elle a enlevé Acacia et estimait que Lodmul croyait que la fillette de 19 mois était en danger et qu'elle avait le devoir de la sauver. Lodmul a vite été vu comme un danger pour la communauté à cause de ses troubles mentaux, de son casier judiciaire et de ses antécédents de violence et d'abus de substances. En conséquence, elle a été internée dans un hôpital psychiatrique pour une durée indéterminée. Il a été rapporté qu'elle pourrait être libérée si elle montre des signes d'amélioration et si elle est jugée ne plus représenter une menace pour la communauté. Mais cela semble peu probable, car Lodmul a refusé de se faire soigner pour ses maladies et ne croit pas qu'il y ait quoi que ce soit d'anormal chez elle. Les enquêteurs pensent qu'Acacia s'est noyée le 26 mai 2003. Il a été suggéré que Lodmul croit vraiment que sa petite fille est toujours en vie à cause de sa maladie mentale. Cependant, certains enquêteurs en ligne se sont demandé si la fillette était réellement gardée en sécurité chez des amis de Lodmul au moment de sa disparition. Acacia pouvait marcher, courir et dire des mots d'une syllabe. Acacia est décrite comme une fille blanche aux cheveux blonds roux et aux yeux bleus. Lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois, elle mesurait seulement 76 cm et pesait 13,5 kg. Elle portait également une robe d'été rose avec des marguerites ou des tournesols imprimés autour du bas. Acacia a les oreilles percées et une tache de naissance de la taille d'une balle de tennis sur l'abdomen. Si elle est toujours en vie, elle aura 20 ans. Si vous avez des informations concernant la disparition d'Acacia, vous pouvez contacter le bureau du shérif de Salt Lake City au 801-743-7000. Et voilà les faits. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.